Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie d'enchaîner les interviews repreneurs et aujourd'hui d'inviter Lucas Matagne. Donc bonjour Lucas. Bonjour. Lucas qui a repris une imprimerie en Ariège et qui est à sa première reprise. Aujourd'hui, on va parler reprise d'entreprise évidemment, mais aussi système, process, délégation et on va parler également de ses projets futurs. Donc Lucas, je vais te laisser te présenter un petit peu et nous expliquer pourquoi la reprise, comment tu en es arrivé là. Eh bien, écoute, merci beaucoup Anne-Laure de m'accueillir. Ça me fait très plaisir d'être là aussi et d'échanger avec toi. Pourquoi la reprise? Donc, moi, j'ai un parcours d'école de commerce, donc formation école de commerce. Et à la sortie des études, je savais que je voulais entreprendre, mais je savais pas encore dans quelle direction j'allais me tourner. Et en explorant un petit peu les différents types d'entrepreneuriat possibles, je suis tombé sur la possibilité de reprendre des entreprises. Et en creusant, ça m'a paru être un parcours hyper enrichissant. Et du coup, c'est vers ça que je me suis dirigé. Et au fil des recherches et des rencontres, ça a confirmé ma volonté d'aller dans cette direction-là. D'accord. Donc ça veut dire que c'est quand même un choix assez audacieux de commencer comme ça par la reprise alors que, c'est un peu ton premier emploi au final. Ouais, c'est mon premier emploi. J'ai jamais eu de CDI. Du coup, c'est un choix, mais audacieux, oui, naïf. Il y a plein d'adjectifs qu'on balance me concernant. Mais oui, ça en fait partie. Et par contre, c'est vraiment un choix. C'est-à-dire que même pendant les études, j'étais plutôt dans un cursus maths avant et je me suis découvert une passion pour les affaires, pour le monde du commerce. Donc c'était déjà un premier choix d'aller en école de commerce. C'était pas un hasard de parcours. Et ensuite, pendant mon cursus d'école de commerce, la priorité, ça a toujours été de me former sur un panel le plus large possible de sujets, de compétences. J'étais déjà bon en maths, j'avais déjà bien l'esprit d'analyse et donc j'étais attiré par le monde de la finance. Mais j'ai voulu vraiment me former sur plein d'autres euh, métiers, plein d'autres compétences. Et donc j'ai jamais perdu ça de vue pendant mes études. Et je savais déjà en rentrant en école de commerce que après l'école de commerce, je voulais entreprendre d'une façon ou d'une autre. Ok, super. C'est bien, ça nous montre que, pour beaucoup de repreneurs qui justement ont envie de reprendre et qui hésitent parfois et se disent, ressentent un petit peu ce syndrome de l'imposteur, qu'en fait on peut reprendre très jeune, même sans expérience professionnelle et que tout est possible en fait. C'est top. Est-ce que tu peux finalement nous raconter un petit peu comment tu as trouvé cette imprimerie et comment s'est passée vraiment la reprise, puisque si je comprends bien, tu t'es formé tout seul aussi? Oui, alors sur la partie, on va dire business, du coup, j'ai eu ma formation plus quelques expériences professionnelles quand même. En alternance, du coup, j'ai fait du contrôle de gestion dans une boîte toulousaine qui s'appelle Sigfox. Donc ça a été hyper formateur et ça m'a aidé beaucoup sur la partie business parce que j'ai rencontré des gens très compétents et donc ça, de ce point de vue-là, ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, sur le métier, sur les compétences métier d'imprimeur, là, pour le coup, j'ai dû tout apprendre. Donc ça s'est fait en partie avec l'accompagnement du cédant, mais aussi énormément grâce à l'accompagnement des salariés dans de la boîte que j'ai reprise. D'accord. Et donc cette imprimerie, comment tu l'as trouvée? Elle était à céder donc sur le site, c'est des sites, je crois, qui sont pilotés par les CCI, qui s'appellent Trans Entreprises. D'accord. Donc après, il y a plein de plateformes hein, pour la cession d'entreprise. En quelques recherches Google, on trouve des annonces d'entreprises à céder. Donc cette entreprise-là était à vendre avec un conseiller CCI qui s'occupait de la cession. En Ariège, il faut savoir que la CCI est hyper disponible. C'est vraiment un accompagnement. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a moins de monde ou un rapport nombre de conseillers par rapport au nombre de candidats qui est meilleur qu'ailleurs. Mais en Ok. tout cas, dans mon expérience, ça a vraiment été un super accompagnement. Donc c'est eux qui ont mis en avant ce dossier, qui m'ont envoyé les infos concernant l'entreprise. Et ensuite, j'ai rencontré le cédant une première fois euh, et l'équipe une deuxième fois. Et ensuite, je suis aussi allé passer 2 semaines en stage euh, pour un peu me familiariser avec l'entreprise et concrétiser
ou pas, ou invalider le projet. D'accord. Non, ça, c'est intéressant. C'est vrai que on l'avait déjà vu avec Paul Laverne que j'ai eu sur la précédente interview, qui également avait pu commencer la période de transition en allant déjà travailler avec le cédant, enfin pré-acquisition, enfin pré-cession. Donc c'est super intéressant. Comment ça s'est passé avec le cédant justement? Est-ce que tu avais une bonne relation? C'est ce qui t'a permis de faire ce stage? Comment vous avez conclu en fait cette période? Ce stage, il n'était pas vraiment dans une optique de pré-transition, il était plus dans une optique de validation. Des D'accord. deux côtés, parce que moi, je venais pas du métier, et lui souhaitait de préférence vendre à quelqu'un qui avait de l'expérience dans le métier. Je pense que c'est normal pour la plupart des cédants, parce que on a travaillé, on a passé des années à travailler sur l'entreprise, et on n'a pas envie de la laisser entre les mains de quelqu'un qui est susceptible voilà, de prendre des mauvaises décisions ou Bien sûr. voilà, de lui faire du mal. Donc, je pense que lui aussi avait envie de valider que j'étais un profil capable de prendre la suite. Et moi, c'était aussi l'occasion de voir en situation réelle à quoi ça correspondait, quoi, à quoi ressemblait le quotidien. Donc, j'étais vraiment plus en observation et en échange avec des membres de l'équipe et avec le cédant, plus que ce que je n'étais dans la prise de décision ou pré-transition, où je travaillais pas réellement, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, sur la relation avec le cédant, on a eu une bonne relation, cordiale, respectueuse, professionnelle, pas plus. Il m'a très vite, à partir de la session, il arrivait quand même au bout, quoi, hein. Il avait pas envie de continuer longtemps, donc il m'a très vite lâché dans le bain, laissé des responsabilités. Il était disponible quand j'en avais besoin, de moins en moins avec le temps qui passait, mais donc la période d'accompagnement a dû durer un peu moins de 3 mois au final. Et après, je savais qu'il était joignable euh, au besoin, quoi, ponctuellement. Alors, on va revenir un petit peu justement sur cette période d'accompagnement parce que c'est ce qui va un peu enfin, c'est ce qui va nous intéresser. Surtout si l'entreprise, avant que tu la rachètes, était quand même assez dépendante du cédant, d'après ce que tu m'avais dit. Alors, avant de parler de ça, est-ce que tu peux nous donner un peu la carte d'identité de ta entreprise que tu as rachetée, nous présenter un peu les grands indicateurs. Ouais. D'un point de vue effectif, la société avec 5 salariés plus le cédant, D'accord. elle faisait 570 000 euros de chiffre d'affaires à peu près annuel, mensuel, j'aimerais bien, mais non. Et c'était une entreprise qui était rentable c'est une activité qui est industrielle, donc avec beaucoup de fabrication dans l'atelier. C'est pas de la prestation de service ou quoi, c'est vraiment on produit quoi, hein. On est une usine. Toutes les productions sont uniques dans le sens où il y a toujours quelque chose qui va changer. Euh, Soit c'est la quantité, soit c'est même le délai de livraison. Ça peut faire partie des paramètres qui font que chaque commande est unique. Évidemment, le fichier d'impression, ce qu'on doit imprimer, va être différent pour chaque client. Et même si on va avoir certains produits standardisés qui reviennent, toutes les commandes vont être uniques. Donc après, on a des flux de production qui sont tout le temps, qui sont souvent les mêmes, ou du moins qu'on arrive à répartir dans différentes catégories selon le type de produit. Chaque processus de fabrication va quand même être unique. Et on fabrique à la demande. Il n'y a pas possibilité de fabriquer, là si on est en période creuse en octobre, je ne peux pas anticiper aujourd'hui et me fabriquer un stock de flyers que je distribue après, comme dans d'autres modèles d'entreprise où on imprime le flyer du client quand il nous demande d'imprimer le flyer et on peut pas anticiper. Donc ça c'est l'activité. Et effectivement, la société était dépendante du cédant parce qu'il avait un rôle très opérationnel. Il était beaucoup dans le contrôle de fichiers d'impression. Lui avait développé le livre dans cette entreprise, le marché de l'édition en fait, pour des auteurs qui voulaient s'auto-éditer et pour des petites maisons d'édition aussi. Et donc il était très attaché. C'est lui qui contrôlait les livres, qui lançait les impressions. Il travaillait un petit peu dans l'atelier aussi à la production. Et ça, c'était pas du tout un rôle que moi je voulais avoir par la suite, quoi. Donc ça faisait partie des choses à appréhender pendant la période de transition, arriver à voir comment répartir cette charge de travail-là que lui assumait.
Alors justement, cette période de transition, au vu de la place quand même assez importante qu'avait le cédant dans son entreprise, comment tu as géré pour finalement essayer de déjà de un récupérer la valeur et enfin comprendre comment fonctionnait le cédant et comment il faisait fonctionner son entreprise, et deux peut-être ne pas te retrouver à sa place et enfin que la boîte devienne aussi dépendante de toi. Alors en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que comme je connaissais pas le métier, j'aurais eu du mal à en juger pendant la période d'observation et même de reprise. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il faisait tout ce qu'il faisait plus par plaisir et par ego que par nécessité. Et en fait, il y avait les compétences dans la boîte pour reprendre Mhm. ce qu'il faisait lui. Et en plus, des compétences, je voudrais pas lui manquer de respect, mais disons qu'il y avait des gens très compétents dans la boîte qui étaient capables d'absorber une charge de travail que lui faisait en 10 heures et de le faire en 3 heures. Ok. Juste par la compétence, la maîtrise de certains logiciels que lui n'avait pas. Et ensuite, on est aussi dans un métier où, quand on fabrique, par exemple, pour prendre un exemple simple, des cartes de visite, euh, de fabriquer 100 cartes de visite ou de fabriquer 1000 cartes de visite, c'est à peu près la même charge de travail. Ça se joue à vraiment pas grand-chose. Et pareil, fabriquer 2000 cartes de visite, c'est quasiment la même chose que de fabriquer 1000 cartes de visite, en termes de main-d'œuvre. Pas en termes de matières premières, mais en termes de main-d'œuvre. Et donc, du coup, cette surcharge de travail qu'il a eu quand lui a arrêté de travailler dans l'atelier, elle n'a pas été si compliquée que ça à absorber parce Mm. que au final, enfin voilà, ça rejoint cet exemple-là, mais euh, ça a été assez facilement redistribué à différentes personnes. Au début, on avait un peu de mal à savoir qui prend quoi à quel moment dans le flux de production, mais assez vite, on a trouvé un rythme. Et quand je dis on, c'est le personnel de l'atelier, parce que j'en faisais pas partie. Il fallait surtout pas que je touche à quoi que ce soit avec mes mains si les clients devaient être satisfaits, parce que je suis pas D'accord. particulièrement doué. Ok. D'accord. Et du coup, je veux dire, si toi, t'étais pas dans l'opérationnel, ça a été quoi ton rôle finalement? Quel rôle tu as pris après la reprise? Et quels ont été finalement tes challenges post-reprise? Moi, j'ai pris un rôle. En fait, j'ai voulu, au début surtout, essayer de rentrer le moins possible dans la production. L'opérationnel, je savais que j'allais y être, surtout au début. La production, je voulais pas me noyer dedans. Donc j'étais très attentif au temps que je passais dans l'atelier à produire et, et aussi aux machines sur lesquelles je passais du temps. Parce que je voulais passer le moins de temps possible sur les machines à faible valeur ajoutée. Mais d'un autre côté, il fallait que je passe du temps sur un petit peu tous les pôles de l'entreprise pour comprendre le fonctionnement des machines, comprendre les flux de production. En plus, je savais que je devais développer des outils aussi pour améliorer le fonctionnement, la partie opérationnelle. Et Mhm. donc, il fallait que je comprenne le quotidien de tout le monde pour arriver à y apporter des solutions. Au début, coup de ce que j'ai fait, ça a été d'apprendre à chiffrer, de chiffrer les projets, parce qu'au final, cette compétence-là, il l'avait gardée pour lui, le cédant. Il n'avait pas du tout fait de transmission sur cette compétence-là à d'autres membres de l'équipe. Donc, il y avait vraiment que lui qui détenait ce savoir-là spécifique. Donc, si lui n'était pas là, les devis ne pouvaient pas se faire, quoi, en gros. Ou D'accord. alors le personnel reprenait des productions antérieures Mm. et disait bon ben voilà, ça a augmenté de tant de quantité, on fait à peu Ok. près ce prix-là et on D'accord. espère que ça passe quoi. Ok. Donc ça, j'ai très vite dû apprendre à chiffrer par moi-même et c'était aussi important du coup que je passe du temps en production pour être capable de mieux chiffrer et aussi de développer des outils euh, qui prennent en compte le temps de travail par poste, les différentes cadences. Donc il y a eu un premier travail qui était vachement orienté sur, euh, sur le temps de travail, les coûts de fabrication et le développement d'un outil pour chiffrer de façon fiable et régulière et relativement intuitive. C'est pas parfaitement intuitif parce que je suis pas assez bon pour développer un outil qui soit parfaitement intuitif, mais c'est déjà beaucoup mieux et beaucoup plus abordable. Alors, quand on parle d'outils comme ça, est-ce que c'est un outil enfin, qui est externe à l'entreprise ou c'est un outil que vous avez développé en interne?
C'est un Google Sheets. Du coup, je comprends le côté intuitif. Ouais, ouais, ouais. C'est mon côté contrôleur de gestion qui m'empêchait de reprendre une boîte sans utiliser D'accord. une forme de tableur, quelle que soit la marque. Ok. Les devis dans le monde de l'imprimerie sont très compliqués. Ça aussi, je m'y attendais pas, mais D'accord. c'est très complexe. Il y a énormément d'options, il y a plein de petites contraintes, des petites histoires de rien du tout, mais à quelques millimètres qui font totalement Mm. changer un flux de production, complètement bouleversé, alors que ça se joue à vraiment que dalle. Et en fait, ça a été un défi de prendre en compte les paramètres techniques, les contraintes techniques de toutes les machines de l'atelier, et à chaque fois qu'on coche une option, de modifier les paramètres suivants, parce que c'est vraiment euh, un flux compliqué. Donc oui, l'outil il est complètement externe, c'est un Google Sheets après qu'on a développé, qu'on a adapté avec des bases de données, des machines, etc. à notre fonctionnement interne. D'accord. Et après, on n'a pas de développement propre en interne, on a un logiciel de gestion CRM et logiciel comptable qui s'appelle Axonote. Et après, on a des automatisations autour de ça avec les logiciels d'automatisation Zapier et Make pour différents morceaux de notre processus de mise en production. D'accord. Et c'est toi qui as mis toutes ces automatisations en place? Oui, Ok. C'est c'est chouette. ouais. Je pense que c'est la partie qui me plaît le plus. Ok. Qui, Très bien. ouais, Et justement, c'est intéressant parce que j'imagine que vous devez avoir enfin, un gros sujet sur le contrôle de la qualité chez vous. Et si tu me parles que, enfin, ça se joue au millimètre près, comment vous arrivez justement à avoir, enfin, comment vous arrivez à gérer cette qualité et surtout arriver à délivrer une qualité constante comme ça pour tous vos clients. Alors que finalement, de ce que je comprends, vous êtes à chaque fois sur des projets quasiment du sur-mesure. ouais. Tout est sur mesure, effectivement. Le contrôle qualité, en fait, il se fait d'étape en étape. Donc, chaque personne qui récupère un dossier pour l'étape suivante de fabrication doit contrôler le travail de la personne d'avant. Pour faire simple. Donc ça, c'est les contrôles d'étapes tout au long de la chaîne de production. Et ensuite, on a mis en place aussi sur chaque dossier de fabrication, quand on constate qu'il y a eu un défaut. Les défauts, ils peuvent être humains ou matériels, parce que on est aussi, comme on travaille, on dépend énormément des machines. On peut aussi avoir des défauts de qualité de machine au moment de l'impression, voilà, des qualités qui sont pas correctes, pas acceptables, et qu'on voit pas avant l'étape d'après. Et donc on a mis en place un suivi déclaratif. Il y a pas de, c'est pas un critère de rémunération par exemple, c'est pas un objectif à atteindre, c'est juste un outil déclaratif qui dit voilà on a rencontré tel problème sur tel dossier, et ça permet aussi à la personne qui constate l'erreur de dire à quelle étape de la production l'erreur a eu lieu, euh, et d'estimer et de proposer des solutions si elle a des solutions pour éviter que ça se reproduise. Donc ça nous permet de constituer une base de données qui est très simple, hein, avec le nom du dossier et le type de produit et le problème qu'on a rencontré. Et donc tout ça, ça vient alimenter ça vient alimenter une culture contrôle qualité. Mhm. C'est pas vraiment cette base de données-là qui va éviter qu'il y ait des problèmes à l'avenir, mais en tout cas, ça permet de prendre conscience des erreurs fréquentes et ça permet aussi à tout le monde d'être un peu acteur de la qualité. Mm. Très intéressant. Enfin, c'est comme ça qu'on commence finalement enfin, c'est un peu les prémices d'un système où en fait tu décèles les erreurs, tu motives les gens justement à trouver des solutions enfin, pour les erreurs et ensuite tu notes pour que bah, finalement ces erreurs ne se reproduisent pas et qu'ensuite la solution, enfin, que vous ayez pas à chaque fois à repartir de zéro. Donc c'est hyper intéressant. Est-ce que ça c'est une culture qui existait déjà avant que tu arrives ou justement bah, ce logiciel, ce contrôle qualité comme ça avec la gestion des erreurs, c'est à partir du moment où toi tu es arrivé? La culture de contrôler le travail de celui d'avant existait. Ouais, Par contre, la culture de remonter une erreur était pas en place. Disons qu'il fallait pas remonter d'erreur, quoi. Il fallait pas qu'il y ait d'erreur. d'accord. Donc les erreurs arrivent.
Et Oui. moi, j'ai vraiment la philosophie de dire, ben, quand il y a un problème, je veux savoir qu'il y a un problème. Il y aura jamais aucune conséquence. Et je le pense en plus parce que je sais que euh, aucun employé va faire exprès de faire une erreur par plaisir, quoi. Je Bien fais sûr. vraiment confiance à 100% là-dessus. D'accord. Et ce qui me paraît normal, mais qui c'était pas en place avant, donc ça veut dire que c'est pas normal pour tout le monde. Et donc j'ai vraiment insisté sur le fait qu'il fallait que les erreurs remontent, que c'était pas un problème en fait, mais que Mhm. c'était important que ça remonte pour qu'on puisse mettre en place des choses pour ne pas que ça se reproduise, parce qu'à la fin c'est tous les emplois qui sont menacés s'il y a des erreurs qui restent cachées, parce que à force d'accumuler des erreurs qui remontent pas, c'est là qu'il peut y avoir à mon sens, des coûts énormes euh, cachés pour l'entreprise. Et d'ailleurs, ça allait tellement loin que j'ai hérité d'un dossier qui avait déjà été facturé. Je suis arrivé une semaine après que le dossier soit facturé, sur lequel il y avait eu une erreur de production qui a été livrée au client alors qu'on avait identifié l'erreur. Et donc le cédant avait identifié l'erreur, il avait jugé que c'était pas grave, mais surtout il n'avait pas voulu la reconnaître en quelque sorte. Enfin, il disait c'est bon, on s'en fiche. Et au final, c'était un projet énorme pour le client, où il y avait d'autres étapes après de leur côté, et ils se sont rendus compte à la toute fin de leur projet du problème, et ça a D'accord. été un coût supplémentaire colossal. C'était un projet Nous, on avait facturé sur ce dossier-là quelques centaines d'euros, sauf que c'était une toute petite partie d'un projet à des dizaines de milliers d'euros qu'on a failli leur faire rater complètement pour une erreur sur un projet à quelques Une centaines petite d'euros. erreur, ouais. D'accord. Ouais. Donc, ouais, ouais, donc, Euh, mm, ouais, ça a vraiment été important pour moi de mettre en avant ce côté où les erreurs, il faut les remonter et on les corrige avant que ça parte, quoi. Ou alors, au moins, on prévient le client et on prend la décision ouais. ensemble de ce qui doit être fait avec cette erreur-là, quoi. Mais c'est hyper intéressant parce que, enfin, cette culture de l'erreur, bah, surtout en France, j'ai envie de dire, elle est pas forcément très répandue, notamment dans les petites entreprises. Et justement, est-ce que, bah, par rapport à l'équipe, comment tu as géré ça, tu vois, en termes de gestion du changement? Est-ce que cette nouvelle façon de fonctionner a été bien accueillie ou tu as rencontré des résistances de la part de l'équipe? Comment ça s'est passé? De ce point de vue-là, il n'y a pas eu de résistance. Je dirais même de manière générale, il n'y a pas eu beaucoup de résistance parce que j'arrivais vraiment avec un état d'esprit de quelqu'un qui vient apporter des solutions aux problèmes que vous rencontrez déjà. C'est vraiment ça que j'ai essayé de faire. J'ai essayé d'observer et de poser des questions. Pourquoi tu fais ça comme ça? Ça, c'est la question par excellence parce que on se rend compte qu'il n'y a souvent pas de réponse. Enfin, que la personne doit se creuser la tête parce que ça fait des années qu'elle fait ça elle se pose plus la question. Et en fait, des fois, on se rend compte qu'on fait des choses d'une certaine façon parce qu'on nous a dit de faire comme ça, qu'on l'a pas remis en question sur le moment et que ça a été accepté, que c'est devenu la norme alors que ça sert à rien. Et ça, c'est les conversations les plus drôles, mais aussi les plus utiles. Et c'est aussi ça qui permet de pas générer de résistance, en tout cas dans mon expérience, parce que tout le monde se rend compte un peu de l'absurdité de certaines actions. Et donc Oui. ça permet de voir qu'on peut les supprimer ou du moins questionner, remettre en question la façon dont certaines choses sont faites pour les faire mieux. Donc il n'y a pas eu de résistance au changement. Je pense au contraire que ça a été bienvenu D'accord. de changer certaines habitudes, de chercher à simplifier certains procédés. Ouais. Ok, super. Alors aujourd'hui, j'aimerais comprendre, toi, quelle est en fait, je veux dire, euh, quelle est ta place dans la société, dans le sens comprendre un petit peu bah, combien de temps tu octroies à la société. Est-ce que tu es encore beaucoup dans l'opérationnel? Est-ce que déjà aujourd'hui tu peux te permettre un petit peu de quitter la société sans qu'elle s'arrête de fonctionner? Où tu en es aujourd'hui par rapport à ça? Ouais, j'ai pris après la reprise, donc en décembre 2022, j'ai pris 8 mois ou ouais, 8 mois à fonctionner à l'identique. Donc même exactement la même organisation en termes d'effectifs. À partir de août-septembre 2023, j'ai recruté donc 2 alternantes et une assistante secrétaire euh,
dans l'entreprise pour faire une partie de tout ce qui était compta, mais aussi certains devis, voilà, certaines tâches administratives. Le but, c'était de structurer un peu, de sacrifier un petit peu la rentabilité à court terme, mais justement parce que j'avais cette vision de chef d'entreprise qui doit être un peu plus détaché de l'opérationnel pour pouvoir vraiment piloter et favoriser le développement. Donc ça, c'est les changements d'organisation qu'il y a eu. Ça m'a permis effectivement de me libérer du temps, de développer des outils qui permettent de me rendre plus facultatif, moins indispensable. Après, il y a certaines tâches qui me plaisent et que j'ai pas vraiment envie, que j'ai pas mis en priorité dans la délégation, enfin que j'ai pas choisi de déléguer pour le moment, mais qui sont pas des tâches indispensables au bon fonctionnement de la société. Par exemple, justement, tout ce qui va être développement de nouveaux outils, automatisation, etc. Ça, j'adore le faire. J'ai pas pris le temps de former d'autres membres de l'équipe dessus. C'est pas trop la culture du reste de l'équipe. Mais c'est pas quelque chose de critique. Si du jour au lendemain il n'y a plus personne qui travaille sur imaginer des automatisations, il ne se passe rien de grave dans la société. Après oui, pour prendre du temps hors de la société, j'y arrive sans problème. Sur des périodes prolongées, je me rends disponible quand même un petit peu, soit quotidiennement. C'est ce qui s'est passé cet été par exemple. Je suis parti en vacances 3 semaines et une fois, je dirais une fois tous les 2 jours, je travaillais 1 heure le matin. D'accord. Donc c'était pas une coupure complète. Après, je l'avais prévu comme vacances, mais aussi vacances réflexion sur la suite, ce que je voulais donner comme objectif, ce que je voulais me donner à moi-même comme objectif en fait sur le développement de la société, et, enfin tout en profitant de la vie quoi, de la vie de vacances entre guillemets. Enfin, voilà, et je sais que pendant la journée, j'étais pas du tout préoccupé par ce qui se passait à l'atelier. Pas de soucis, pas de problème de confiance, pas d'inquiétude. J'étais serein. Donc ça, c'est un luxe. Mhm. Complètement. Alors, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu, parce que ça fait quand même pas longtemps que tu as repris. Tu m'expliques qu'avant, le cédant était quand même largement impliqué dans l'opérationnel de l'entreprise. Tu as bien dû mettre un truc en place pour faire confiance à tes équipes, pour réussir à déléguer et que toi, tu es confiant justement dans cette délégation, que tu sois pas constamment en train de micromanager. Enfin, c'est quoi le secret là? Je vais te décevoir parce qu'il y a Il y en vraiment a pas? pas de, il y a pas de secret. Ou alors, je l'ai fait sans faire exprès. Alors, il y a une partie quand même du travail qu'il faisait qui était inutile. Euh, enfin, qui était utile, mais qui était fait de façon pas adaptée. Donc, par exemple, pour chiffrer les devis, il le faisait de son côté sur un bout de papier, ensuite qui rendait à la secrétaire, qui envoyait le devis par mail, et ensuite elle recevait une commande, elle la montait à la main, elle lui rendait la commande pour qu'il calcule le papier nécessaire pour passer commande. Enfin, c'était un, c'était pas efficace. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de temps dans la journée qui était perdu à perdre du temps, enfin, D'accord. juste sans aucune valeur productive. Et donc en supprimant ça et en recrutant sur quelques postes euh, qui ont pris une partie de ce qu'ils faisaient, notamment une des alternantes que j'ai recrutées qui est spécialisée sur le marché de l'édition, qui fait du contrôle de fichiers, de la mise en page, qui est capable de traiter le marché du livre et qui en plus a des actions commerciales sur ce marché-là que lui n'avait Mhm. pas. Donc ça l'a remplacé. Et dans l'atelier aussi, ça s'est absorbé dans le reste de l'équipe de façon assez naturelle, mais j'ai pas vraiment, je pense pas avoir changé grand-chose en tout cas Ok, pour déléguer et faire confiance. Ça c'est venu, ouais, d'accord. Oui, j'ai l'impression que enfin, t'avais une bonne équipe qui était sous-exploitée un peu par le exactement. cédant précédent. Et toi, tu les as juste un peu responsabilisés. Et finalement, enfin, d'après ce que je comprends, bah, toi, ça t'a permis de détacher enfin, de réaliser finalement, enfin, de délivrer la valeur au client et toi pouvoir partir enfin, sur des tâches de développement de la boîte et plus sur l'entreprise que dans l'entreprise, quoi. C'est exactement ça. Une excellente équipe sous-exploitée. Exactement, exactement ça. C'est le rêve de chaque repreneur, ça. Ouais.
Non, mais c'est pour ça que je te dis, j'ai eu de la chance, hein. Non, c'est vraiment top. Bah, super. Je pense que on a bien fait le tour, on a bien compris quelle entreprise tu as repris, enfin, vraiment ce périmètre, et puis comment tu as géré un peu l'après-reprise. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de tes projets futurs. Qu'est-ce que tu envisages pour la société? Est-ce que tu as des projets déjà pour bah, à plus ou moins court terme? Oui, les projets, bon, il y en a toujours, hein, ça n'arrête pas. Un des points auxquels j'ai été confronté et qui est assez difficile à gérer, c'est le développement commercial. Au final, on est sur un marché qui est très compliqué en croissance organique. Et ça, je l'avais sous-estimé. Je pensais qu'on serait capable, avec un peu de dynamisme commercial et de bonne volonté et de communication et tout, je pensais qu'on serait capable de faire très vite, pas beaucoup plus de chiffre d'affaires, mais j'anticipais qu'on serait capable d'avoir une belle croissance organique. Au final, je me rends compte que c'est très compliqué, très laborieux, et en plus, ça me plaît pas énormément. C'est pas une de mes forces, c'est pas une des choses que j'aime le plus faire de prospecter à D'accord. l'ancienne, à la dure. Donc, je me suis un peu tourné vers des opportunités de croissance externe. Là, d'un coup, on parle de chiffres, de comptes de résultats, de bilan, et ça m'excite beaucoup plus. Je suis beaucoup plus dans mon élément. Et donc, j'ai la première opération de croissance externe qui devrait se concrétiser au 1er janvier. Donc voilà, c'est en bonne voie, c'est bien parti. Après, tout peut toujours changer, hein, c'est jamais sûr, il peut toujours y avoir des problèmes. D'accord. Mais donc si on arrive à la mener à bien, c'est une petite acquisition, ça reste dans la même zone géographique. Et du coup, l'objectif pour 2025, ce serait de faire 900 000 euros de chiffre d'affaires consolidé. Donc là, on arrive à une Doubler taille ton qui chiffre est... d'affaires à peu près, quoi. On est aujourd'hui, en 2024, je pense qu'on va finir à peu près à 625 000. Ok, d'accord. Euh, et donc, l'objectif, c'est 900. L'objectif de plan de financement, on va dire que c'est 900. Après, l'objectif commercial, je pense qu'il y a le potentiel pour faire plus. Euh, mais donc voilà, on est sur 900 000 euros de cible pour l'année prochaine, ce qui commence à être une taille intéressante pour pouvoir vraiment me sortir de l'opérationnel et aller chercher plus. Parce qu'aujourd'hui, quand même, ben, comme n'importe quelle petite entreprise, je peux vouloir déléguer plus, etc. À partir du moment où une personne est absente, quelle qu'elle soit, hein, Mm. on a, euh, on a plus de 20% de l'effectif, non, 20%, ouais, 20%, un peu moins de 20% d'effectif qui est pas là, quoi. Et donc Mm. forcément, ça laisse un trou quelque part. Même dans des grosses structures, dans des équipes où il y a une personne absente, alors que c'est des équipes enfin voilà, on voit qu'il y a des trous Bien dans sûr. l'organisation pendant une période. Et donc là, sur une petite structure, c'est d'autant plus marqué. Donc j'aimerais bien être en mesure de recruter quelqu'un qui pourra avoir le rôle commercial que moi que j'aime pas suffisamment Mm. pour le prendre, quoi. D'accord. Euh, voilà. Et donc, du coup, cette acquisition, forcément, ça va augmenter ça va impacter votre chiffre d'affaires. En termes d'effectifs, enfin, vous allez augmenter dans quelle proportion vos effectifs? En termes d'effectifs, ça rajoute que 2 personnes. C'est une, D'accord. c'est une petite structure dans le même marché et à la différence près que c'est une entreprise qui est moins dans la production et plus dans le service. D'accord. Donc, finalement, Donc, enfin, tu accrois sur ton flot de valeur, tu vas plus vers la distribution. c'est ça. Ok. Et après, comme je te disais tout à l'heure, l'exemple des 100 ou 1000 cartes de visite, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je peux rapatrier une partie de ce que eux vendent mais ne produisent pas dans mon atelier actuel Mm. sans qu'il y ait un énorme surcoût en main-d'œuvre. Et Ouais. donc, ça permet de capturer un peu de valeur là aussi. Et après, c'est une petite acquisition et le but, c'est d'aller sur plus gros après, hein, c'est de continuer le développement. Je me, Mm. je me suis pas fait un programme tracé et définitif de ce qui allait se passer dans les prochaines années. Parce que je sais que ça Mm. se passe un peu par opportunité sur ce marché-là. Mais l'idée, c'est de voir comment cette première intégration se passe, quel nouveau système on peut mettre en place pour absorber cette charge de travail supplémentaire et scaler en fait sans avoir à Mm. rajouter de la main-d'œuvre et du personnel en administratif.
Et je vais essayer de pousser ça à la limite pour voir jusqu'où on peut aller à peu près et me Ouais. servir de ça comme apprentissage pour la suite. Mhm. Parce que ça, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi la reprise de cette entreprise-là spécifiquement, en sortie, enfin, même pas un an après être diplômé. C'est aussi pour moi parce que c'est un apprentissage énorme et très rapide, des responsabilités. Et en fait, c'est ça que je voulais, quoi. C'est les responsabilités et l'apprentissage le plus rapide possible pour, euh, pour ma carrière. Ok, top. Alors, juste avant, parce que j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire pour faire la conclusion, parce que c'est hyper intéressant, mais j'avais quand même une question avant. Je trouve que c'est un super cas d'usage, en fait, l'imprimerie, en termes de scalabilité. Vous pouvez faire des économies d'échelle apparemment incroyables, sans augmenter ta main-d'œuvre, et tes coûts de production, mais tu vas augmenter ta production de façon beaucoup plus, enfin, proportionnellement, de façon beaucoup plus importante, si je comprends bien. Et finalement, c'est un marché quand même qui est intéressant. Oui, c'est un marché qui est très intéressant, qui est encore un peu trop. Il reste de la consolidation à faire. Il y a encore trop d'imprimeurs sur le marché aujourd'hui. Il y a beaucoup d'imprimeurs qui ferment encore. Là, voilà, le nombre d'imprimeurs ne fait que diminuer depuis des années. Donc il reste encore quelques imprimeries qui doivent se regrouper pour continuer. Mais c'est un marché qui est très intéressant. Et le côté production aussi, fabrication, c'est difficile, mais c'est très enrichissant. Et je pense que ça, ça motive déjà de voir des produits physiques sortir de l'atelier et de Mhm. voir le résultat des actions au quotidien. Ça, je trouve que c'est hyper cool d'avoir un rendu physique de Ouais. ce qu'on fait. Et après, la partie industrielle, les machines, les investissements, toute la stratégie derrière tout ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Et donc, en fait, c'est un métier, c'est un milieu qui est très, très riche où il y a plein, plein, plein de choses à découvrir, plein de compétences à développer. Et oui, c'est un marché très intéressant. Bah voilà, une bonne opportunité pour des repreneurs. C'est vrai que c'est un marché auquel on ne pense pas forcément. Du coup, je vais conclure sur ce que tu disais précédemment. Je trouve que alors tu l'as dit au début, c'est peut-être un peu de naïveté, mais je trouve que c'est quand même beaucoup de courage de te lancer là-dedans, de te former en autodidacte. Déjà d'avoir cette intuition que la reprise pouvait t'apporter autant de choses plutôt que de créer une entreprise comme énormément de gens le font en France. Donc ça, je trouve que c'est quand même, enfin c'est quand même assez rare. Et tu as repris jeune. Tu avais quel âge quand tu as repris? J'avais 26 ans au moment de la Ouais, reprise. 26 ans. Donc enfin c'est vraiment incroyable qu'on rencontre des. Enfin Paul, c'était pareil. Enfin je veux dire, vous êtes tous les deux assez jeunes. Enfin d'avoir cette envie comme ça de reprendre. Qu'est-ce que bah, déjà avec la petite expérience que tu as eue du reprenariat, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des repreneurs plus ou moins jeunes? Parce que je pense que tu aies eu 10 ou 20 ans d'expérience dans une entreprise, tu peux aussi avoir le syndrome de l'imposteur au moment de racheter une entreprise parce que bah, ça te place dans un rôle que tu n'as pas du tout l'habitude. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à toi, ce que tu as vécu en termes de conseils ou de partage, voilà. En termes de conseils, je pense que c'est compliqué. Déjà, j'ai pas beaucoup d'expérience. Et ensuite, chaque repreneur, chaque profil de repreneur va être différent. Et chaque cible de reprise, chaque entreprise à reprendre va être différente. Chaque cédant va être différent. Et en fait, la clé, c'est, je pense, de savoir s'adapter avec ses compétences. Euh, Déjà, avec ses compétences, de savoir identifier ce qu'on veut reprendre comme type d'entreprise. Mhm. Alors, même pour faire marche arrière, la première chose, c'est de savoir ce qu'on veut soi-même, quoi. Est-ce qu'on veut vraiment entreprendre? Voilà. Il faut aussi commencer par là et Déjà à la pas base. foncer tête baissée. Ouais, parce que après, en reprenant une entreprise, on a quand même la responsabilité des salariés. Donc, voilà, il faut être sûr de le vouloir. Oui. Et il n'y a pas de honte à ne pas le vouloir, quoi. Enfin, Mhm. c'est OK. Il y a d'autres chemins qui sont géniaux aussi. Donc, déjà, se poser les bonnes questions en amont. Ensuite, une fois qu'on a décidé que c'était ça qu'on voulait faire, d'identifier le type d'entreprise vers laquelle on veut s'orienter. Et ensuite, c'est d'être prêt à tout le temps apprendre et tout le temps s'adapter. Tout le temps apprendre parce que tu as tout le temps besoin d'ajouter des compétences et des cordes à ton arc pour pouvoir gérer une entreprise et s'adapter parce que toutes les situations sont différentes et donc il faut savoir quelles compétences tu as, euh, quelles, de quelles compétences l'entreprise que tu veux reprendre a besoin
et quelles compétences avait le cédant, qu'il va falloir d'une manière ou d'une autre les remplacer ou les compléter. Et donc vraiment, c'est s'adapter et apprendre. Donc, pour moi, c'est ça c'est un peu bateau, hein, mais après, voilà, je pense que si tu as quelqu'un en face de toi où tu connais son profil et tu sais quel type d'entreprise il veut reprendre, tu peux plus lui donner des conseils personnalisés. Là, Non, non, c'est super. Je pense pas que ce soit du tout bateau. Justement, ce que tu as dit, c'est un peu les bases. C'est souvent ce qu'on voit avec les repreneurs, c'est que parfois certains patinent un peu dans la recherche de leur cible parce que en fait, justement, ils sont passés trop rapidement sur les bases. Ils peuvent avoir des compétences, mais ils n'arrivent pas à les transférer dans le contexte de la reprise. Donc, tu as beau avoir beaucoup d'années d'expérience avec énormément de compétences, si tu n'arrives pas à extraire ces compétences pour te dire comment je pourrais les appliquer dans le contexte futur enfin, de ma future cible et de la reprise, eh ben, tu vas pas arriver à te projeter en fait. Et tu vas constamment rester avec ce syndrome de l'imposteur. Et donc non, je pense pas du tout que ça soit bateau. Au contraire, c'est vraiment les bases et il faut pas hésiter à y passer du temps en fait. Parce que c'est vraiment ça qui va être tes fondations pour reprendre correctement et ensuite t'épanouir justement dans ce projet. Donc c'est super. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup Lucas. C'était hyper merci à toi. hyper intéressant. Encore une belle histoire de reprise. Et puis je te souhaite une super continuation pour ta future acquisition. Et puis j'espère plein d'autres après celle-ci. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. Allez, à bientôt. À bientôt.